Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour passer en votre compagnie une heure de pur bonheur sur Canal Algérie à travers votre émission Brise d'été qui s'installe à Tipaza, au Tipaza Village, ex-7, un joyau architectural conçu dans les années 70 par Fernand Pouillant. Nous allons revenir sur son architecture avec notre invité dans un moment. Et l'émission, elle est intéressante parce que il y a un programme intéressant et ce grâce à nos invités et puis à nos chroniqueurs également. Donc aujourd'hui, on va parler d'architecture, on va parler de patrimoine, on va revenir sur le tourisme, sur les magnifiques sites touristiques algériens attractifs, j'allais dire. On va revenir également sur de la musique aujourd'hui. On va vous faire plaisir comme à chaque fois. Et place à présent, bien sûr, comme le veut la tradition et comme à l'accoutumée, place à la musique avec une chanson de Freakling qu'on aime tous. Allô, allô. Et on va revenir tout de suite après pour en parler.
et c'est le moment d'accueillir notre premier invité. Il s'appelle Mohamed Rida Aït Saada. Il est photographe de passion, il est architecte de formation. Marhaba bek. Et c'est le mec, merci Comment pour l'invitation. ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah. Alors on est dans un cadre agréable, dans Petit Paza Village, conçu dans les années 70 par Fernand Pouillon. Exactement, oui. Magnifique. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est une architecture singulière. Oui. Quand on voit qu'elle est intégrée dans ce site, on ne peut pas la déplacer ailleurs. C'est-à-dire c'est une architecture qui est bien intégrée dans cet endroit-là et qui représente un peu notre identité architecturale et notre style méditerranéen. Exactement. Voilà. Et puis vous avez donc le bâti, j'allais dire, donc le complexe qui fait corps avec la mer. Les constructions descendent pratiquement en cascade jusqu'à la mer. C'est assez particulier. Exactement. C'est-à-dire l'architecte a pris en compte le terrain naturel et a essayé de s'intégrer, de produire une architecture qui prend en compte ce site, ce climat et bien évidemment la culture aussi. Oui, la Méditerranée aussi avec la exact. couleur blanche et avec la couleur bleue. blanche, avec la chaux, avec toute la menuiserie en bleu, les volumétries qui sont assez sobres et assez simples. Qui nous rappellent un peu les paysages grecs, le Portugal, l'Espagne, etc. Et nous sommes en plein forêt en fait. Oui, exactement. Voilà. Allez, donc vous êtes photographe depuis 2010, de passion. Exactement. C'est une passion, la photographie. Oui, c'est une passion, oui. Graphique sur ordinateur. Après, on a besoin d'images dont on détient les droits, donc on doit produire des images. Oui. Et après, petit à petit, je me suis aussi intéressé à l'architecture. Donc par ma formation, et c'est aussi une passion. Et je pense que les deux passions sont liées quand même, et l'ensemble de ces passions, elles sont liées. Il y a toujours un fil conducteur et un lien entre l'ensemble de ces passions. C'est toujours donc on est toujours dans l'art, dans la composition, dans la lumière, etc. Donc après, bon, pour l'architecture, peut-être il y a une particularité où il y a un côté artistique, mais il y a aussi un côté qui est scientifique, plus technique. Alors, votre passion pour la photographie vous a un petit peu invité à promouvoir à votre niveau donc la beauté de nos sites, le tourisme également, le tourisme local, n'est-ce pas? Voilà, exactement. C'est-à-dire aujourd'hui, comme on le sait tous, la photographie ou les supports graphiques ou visuels, c'est-à-dire c'est le premier contact et le premier support avec lequel, c'est-à-dire pour visiter un endroit par exemple ou visiter un pays, c'est le premier contact avec c'est-à-dire les gens du monde entier. C'est vrai qu'aujourd'hui on a affaire à un touriste assez averti, c'est-à-dire avant de voyager, ce touriste va se renseigner. Il va se renseigner bien sûr sur la plateforme, sur Internet. Il va voir un petit peu. Il y a même des visites virtuelles qui sont proposées. Vous allez visiter la Casbah d'Alger par exemple à travers une visite virtuelle qui vous permet de savoir exactement où vous allez. Pareil pour ce qui est des hôtels, des établissements d'accueil et tout. Donc on a affaire à un touriste averti. Donc c'est une responsabilité aussi que de... Voilà, exactement. C'est-à-dire l'objectif aujourd'hui, si on compare déjà d'autres pays, il y a beaucoup de valorisation et beaucoup de travail qui est fait dans ce sens. En Algérie, ça commence petit à petit, mais il y a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire pour déjà valoriser ce qui est naturel, déjà les paysages par exemple, pour valoriser tout ce qui est architectural, tout ce qui est patrimoine bâti, etc. Car, c'est-à-dire comme je l'avais mentionné, c'est-à-dire le premier support avec lequel on entre en contact, c'est le support visuel. Donc c'est ça qui permet de ramener des touristes ou de visiter des sites ou des hôtels comme vous avez dit. Donc c'est pas uniquement après, il n'y a pas uniquement la photographie, il y a d'autres arts comme la littérature par exemple ou d'autres, c'est-à-dire qui permettent aux gens de raconter une histoire. Et nous sommes en train de voir quelques photos. Voilà, c'est-à-dire ce rôle-là, je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de travail dans ce sens, car il y a un potentiel qui est énorme en Algérie, on le sait tous, mais qu'il faut valoriser et essayer de le montrer sous son plus beau jour. Nous étions en train de voir donc la photo de la vallée du Mzab.
de Gardaïa. C'est une région qui vous a particulièrement touché? Oui, Gardaïa par exemple, c'est tous les ressorts, donc l'ensemble des ressorts, ça raconte des histoires qui ont des milliers d'années. Oui. Et on voit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce patrimoine-là, il tient toujours debout. Il y a une organisation et ça témoigne d'une civilisation. Et ça n'a pas uniquement impacté les Algériens, mais même les étrangers. Si on parle par exemple d'architecture, ça a impacté Fernand Pouillon, ça a impacté l'architecte Le Corbusier, ça a impacté beaucoup d'architectes sur le plan urbanistique, mais aussi sur le plan architectural. C'est vrai que c'est un architecturalement, j'ai réussi, architecturalement. Donc c'est une architecture assez particulière et qui, bien sûr, qui a Gardaïa qui draine beaucoup de monde, qui draine beaucoup de visiteurs et j'allais dire que c'est carrément une curiosité touristique classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, donc d'une valeur architecturale et touristique très importante, culturelle également. Ouais. Oui, c'est-à-dire quand on voit par exemple ce qui est produit à Gardaïa, c'est une architecture déjà qui prend en compte la culture et les coutumes locales. C'est-à-dire c'est pas une architecture qui est importée d'ailleurs. Et c'est une des particularités de ce site et c'est pour ça qu'elle tient debout jusqu'à nos jours. Ça témoigne aussi du génie de nos aïeux. Exactement. C'est-à-dire il y a beaucoup de solutions qui sont peut-être assez simples, mais qui a beaucoup on va dire il y a beaucoup de sagesse dans ce qui est fait en prenant en compte la culture, mais aussi comme ce que fait Pouillon, par exemple, c'est de prendre en compte aussi le site, car c'est souvent des sites un peu accidentés, des sites en pente où on doit penser aux ruelles, on doit penser à la largeur des ruelles pour ne pas avoir beaucoup de soleil, etc. À l'aération. À l'aération, la ventilation, tout ce qui est alimentation en eau, tout ce qui est donc protection solaire. Et aussi par rapport par exemple à l'intimité aussi quand on voit par exemple les ressorts, il n'y a pas beaucoup de fenêtres, c'est des habitations qui sont plus introverties et c'est un peu le cas dans toutes les médinas musulmanes ou algériennes, c'est-à-dire on voit une introversion et des maisons qui sont tournées vers l'intérieur et qui créent des bâtiments et des maisons qui sont durables jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire parce que ça répond à un besoin spécifique et même d'un point de vue aussi esthétique, il y a une certaine sobriété, une certaine simplicité qui est très recherchée même aujourd'hui dans l'architecture contemporaine. Alors, votre passion pour la photographie vous a mené jusqu'à, bien sûr, la participation à plusieurs expositions, à des concours également, des concours au niveau national et international. Il y a eu récemment le marathon de la photographie à Alger où vous avez obtenu la seconde place. Exactement, oui. Pour le marathon de la photographie, donc c'était une initiative très intéressante où il y avait une dizaine de photographes à l'échelle nationale qui sont sélectionnés sur la base de leur portfolio, donc leurs travaux. Et il y a eu donc différents profils de différentes régions, du sud, l'est, l'ouest, le centre, etc. Donc l'objectif c'était de visiter des sites qui sont assez connus, comme par exemple la Casbah, la Grande Mosquée. La Grande Mosquée d'Alger. Voilà, le jardin d'essai, etc. Mais l'objectif, c'était d'essayer d'apporter un regard neuf et singulier pour promouvoir le patrimoine architectural. Donc, c'était au cours du mois du patrimoine, au mois d'avril. Donc, pour promouvoir le patrimoine de la ville d'Alger. Voilà. Après, donc c'était tout ce qui est patrimoine, ce qui est donc le jardin d'essai, tout ce qui est Casbah, architecture, etc. Donc l'ensemble des photographes ont essayé de montrer Alger sous son plus beau jour. Il y a eu à la fin donc une exposition à la galerie Mohamed Rassim, à Alger Centre, où l'ensemble des travaux ont été exposés. Et puis il y a eu également donc le Architect Award, où vous avez quand même obtenu la 3e place. Voilà. Donc, c'est pour le Arab Architects Award, c'était en 2022. C'était un projet qui est conçu au sein de l'agence d'architecture où je travaille. C'est-à-dire où je travaillais, Architecture Atelier Msaoudi. Donc, c'était une agence d'architecture à Alger où on a conçu une toute petite maison et c'était le seul projet qui représentait l'Algérie et qui était finaliste parmi des centaines de projets en Jordanie. Donc c'était un concours où chaque architecte
soumet un projet. Donc il y a une soumission de plusieurs projets. Il y a des jurys avec des architectes de renommée. Donc qui sélectionnent le projet sur sa pertinence, sur sa réponse par rapport au climat, par rapport à la culture du lieu, par rapport. Et d'ailleurs même ce projet là a été fait ici. C'est une maison qu'on appelle maison à colonnade qui a été fait ici à Tipaza. Donc il y a eu tout un travail pour concevoir une maison qui est adaptée à une catégorie spécifique de personnes qui sont les personnes à mobilité réduite. Donc c'est une maison qui prend en compte déjà ce besoin et en même temps tout ce qui concerne les besoins climatiques par rapport au climat méditerranéen, car on est donc dans cette ville de Tipaza où il y a un climat particulier, une architecture particulière. Donc c'est un projet qui a été primé et qui a eu la 3e place à l'échelle arabe. En tout cas, bravo. Hein. Voilà, vous avez eu également le prix d'excellence pour le projet d'études, votre projet d'études. Exact. C'est ça pour mon projet d'études. Donc, c'était un travail sur un projet de Fernand Pouillan. Oui. C'était la transformation de la cité climat de France à Alger. Cette thématique donc de transformation, de réhabilitation, elle est aujourd'hui d'actualité un peu partout dans le monde. Car il ne s'agit pas uniquement de créer et de concevoir des bâtiments neufs, mais aussi il y a un patrimoine existant et des constructions parfois, comme dans le cas de l'Algérie par exemple, inachevées. Donc il y a tout un chantier, on va dire, et tout un travail à faire sur soit ces constructions qui sont inachevées, par exemple qu'on voit dans le paysage urbain. Oui. Et aussi, même pour tout ce qui est patrimonial, d'essayer de déjà l'analyser, comprendre sa valeur, quelles sont ses spécificités, et aussi l'adapter aux besoins c'est-à-dire aux besoins d'aujourd'hui en termes d'espace, en termes d'éclairage, etc. Donc, c'était une thématique qui a été abordée au sein de notre atelier d'architecture, donc en 5e année. C'était un peu essayé, pas uniquement en ce qui me concerne, c'était Climat de France, mais il y avait aussi d'autres cités comme le Diar al-Mahsoul, Diar Saada, Diar al-Kaf, et beaucoup d'autres immeubles, c'est-à-dire où les étudiants, ils sont, c'est-à-dire engagés, on va dire, et il y a eu des enquêtes sociales pour essayer de comprendre un peu c'est-à-dire quels sont les problèmes sur le plan spatial, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut changer, etc. pour rendre ces cités actualisées, les rendre, on va dire, adaptées aux besoins d'aujourd'hui. Exactement. C'est ça. Voilà. Alors, vos deux passions, peut-être ma dernière question, vous ont permis finalement de sillonner un petit peu différentes régions du pays. Quelle est la région qui vous a le plus marqué et qui vous a permis d'immortaliser donc de magnifiques sites Oui. En fait, chaque région, à travers la photo, oui, je comprends. C'est-à-dire chaque région, en réalité, elle est particulière. Si vous avez pris par exemple l'exemple de Gherdaya, donc c'est tout ce qui est patrimoine architectural, tout ce qui est organisation de la société, l'urbanisme, etc. Mais si, par exemple, on veut aussi partir vers des paysages plus naturels, on a Timimoun, on a la Kabylie par exemple, avec Tikjda, avec les lacs par exemple, tous les lacs de la forêt d'Akfadou. Et même parfois des lieux qu'on connaît tous, mais par exemple les places connues d'Alger, etc. Donc à travers la photo, donc c'est d'essayer de restituer l'âme de ces lieux et de les montrer sous leur plus beau jour. Après, chaque lieu a sa particularité. Voilà. Et quel est le meilleur moment pour prendre des photos? Le meilleur moment en général, c'est soit le lever de soleil, donc à l'aube. Voilà, à l'aube, ou bien le crépuscule, donc la fin de journée. Voilà, par exemple, parce que les couleurs et toute l'ambiance de la lumière, etc., elle est un peu plus intéressante que la journée. Voilà, car on a une atmosphère qui est particulière. Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Mohamed Reda et Saada. Je rappelle que vous êtes architecte et photographe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Allez, on va vous emmener faire un petit tour du côté de nos côtes avec la pratique de la planche à voile. Et c'est signé Mohamed Bourayou.
Le vent, la mer et un beau soleil. Tous les ingrédients sont réunis pour pratiquer de la planche à voile. Un moment de compétition mais aussi un moment de plaisir. Glissant sur l'eau, ces athlètes jouent avec les éléments pour franchir la ligne d'arrivée en premier. En fin de matinée, le vent redouble d'intensité et la mission se complique. Plusieurs parmi les engagés décident de regagner la rive. السباق كما بدينا بعد قطعت لي لافوال سما اوبليجي تخرج. Le vent a déchiré ma voile. J'ai dû rentrer. J'ai pas de chance. Nous sommes 16 au total de Skikda, 10 optimistes et 6 big techno. 10 اوبتيميست و 6 لي بلانشيست. On est sorti ce matin, mais le vent s'est intensifié. J'ai essayé de faire au moins une manche, mais j'ai pas pu. Nos coachs nous ont demandé de sortir car nos voiles se sont déchirées. Ça reste tout de même une bonne préparation. C'est la deuxième journée de la compétition nationale, troisième étape concernant la série optimiste et la deuxième étape concernant la série Big Techno. Alors la série optimiste sera destinée pour les athlètes U15. Par contre, la planche à voile Big Techno, c'est pour les athlètes U17 et les athlètes U19. Pour cette compétition, on a enregistré la participation de 65 athlètes qui représentent 21 clubs au niveau national. La Ligue de Skikda, Béjaïa, Tigzirt, Alger, Oran et même la Ligue de Tipaza. Pour l'instant, l'organisation de cette étape elle est très très bien concernant les moyens mis à la disposition par la Fédération algérienne de voile à travers bien sûr l'ensemble de l'équipe organisatrice. Les conditions sont très très favorables, sauf les conditions du vent, les ramener défavorables pour la deuxième journée. Les véliplanchistes, et malgré le manque de moyens, s'accrochent à cette discipline qu'ils chérissent tant. La voile sport olympique reste peu connue de la majorité des Algériens. C'est ça le problème de tous les clubs, je pense. C'est qu'il n'y a vraiment pas on va dire des ressources financières fortes. Donc on a toujours ce manque de matériel ou même les petits trucs comme l'eau potable pour rincer notre matériel parce que c'est un matériel très très fragile et le problème c'est qu'il est vraiment cher. La majorité c'est un sport des riches alors que pas du tout. C'est un sport plus normal possible. Il fallait juste un peu de courage et c'est un sport dynamique donc لازم تكون courageux وتحب البحر وتحب cette adrénaline qui تشدك هكا في البحر وتحس هذاك الخوف ولا boule et tout. Au-delà de la performance sportive, une course de voile est aussi une occasion pour se retrouver et de passer de bons moments entre champions. De retour sur notre plateau pour cette deuxième partie d'émission, c'est le moment d'accueillir notre invité. Notre invité, c'est Mustafa Boudjnah. Marhaba bik. Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc chercheur, docteur en sciences océanographiques, chercheur au niveau du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture. Et de l'aquaculture. Oui. Comment ça va? Ça va, tranquille. Alhamdoulilah. On n'est pas loin de la mer. Hein? Oui, moi, c'est une habitude. Tous les jours, je suis pied dans l'eau. Oui. Oui. Et là, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Oui, je pouvais le dire. Oui. Alors, pour pouvoir profiter justement de la mer, il faut savoir la préserver. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est peut-être le moment de revenir sur la sensibilisation quant à l'importance de préserver l'environnement marin. Oui. Et l'importance aussi de ne pas le polluer, bien sûr. Oui. Et peut-être que ça s'appelle la bloom pollution, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bah, écoutez, pendant des fois, il y a des blooms phytoplanctoniques qui apparaissent. Rapprochez s'il vous plaît un peu le micro pour vous entendre. Donc il y a des blooms phytoplanctoniques, donc c'est de phytoplancton ou même des macroalgues. Hein. Il y a des blooms de macroalgues. Oui. Et donc qui se développent d'une façon un peu importante. Et donc qui crée des conditions, donc qui crée, disons, une pollution qui est momentanée et qui est passagère. Donc ça peut prendre quelques jours jusqu'à une semaine.
D'accord. Et ce bloom phytoplanctonique peut générer un certain nombre de désagréments pour les plongeurs. Par exemple, il y a certaines algues phytoplanctoniques qui peuvent provoquer des allergies, des allergies, des trucs au niveau des yeux. Et donc, ça, c'est les plongeurs et même les baigneurs doivent faire attention. Mais bon, c'est exceptionnel. Ça, c'est des moments exceptionnels parce que ça obéit à des conditions. Et nous avons tous vu ces derniers temps l'apparition des algues, des macroalgues sur les plages. Qu'est-ce qui fait que ce phénomène se produise justement? C'est naturel, c'est des conditions climatiques qui vont favoriser un développement exagéré. Et ensuite, sous l'effet des courants, ces algues vont se retrouver dans des zones où on retrouve des baigneurs. Et comme ces derniers temps, on a retrouvé un certain nombre d'algues, de grandes quantités d'algues issues d'une prolifération un peu qui une semaine avant ou 15 jours avant, et sous l'effet des conditions climatiques, ils ont été arrachés et ils se retrouvent sur la côte. Et donc ça crée une pollution, surtout avec la stagnation et donc la création de zones anoxiques. Et donc il y a le développement des bactéries sulforéducteurs. Et donc ça crée ces odeurs un peu nauséabondes. Et je pense que ça c'est un problème qui est un peu international. Ça se retrouve même en Europe avec l'apparition des algues comme ça sur les plages. Et ils sont obligés à chaque fois de nettoyer, de prendre... c'est les municipalités, donc comme ici en Algérie d'ailleurs aussi. Il y a l'intervention des autorités pour dégager un peu les plages et nettoyer. Et c'est tout à fait normal. Donc il y a un travail qui se fait un peu pour essayer d'exploiter parce que c'est avant tout une ressource biologique, donc qui peut être exploitée au niveau du centre de recherche. On essaie un peu de réfléchir, un peu à trouver les moyens d'exploiter cette production, cette masse, soit dans la fertilisation, soit dans... C'est des domaines sur lesquels on peut réfléchir et travailler. Travailler. Alors, vous êtes aussi directeur de division de recherche en aquaculture. Oui. Quelles sont les missions de ce service, justement? Nous, avant tout, on est un centre de recherche. Donc, le centre de recherche, il est là pour créer ou produire de l'information scientifique. L'information scientifique, elle est adressée aux autorités, aux responsables, pour prendre des décisions sur un certain nombre de choses. Donc, au niveau de la division aquaculture, donc, on développe des projets de recherche sur l'aquaculture, sur l'adaptation des protocoles d'élevage. Nous sommes un peu attentifs à ce qui se passe à l'international. On participe un peu dans toutes les conférences pour voir à peu près les maladies qui puissent apparaître un peu dans les élevages internationaux, voir... Et nous sommes en train de vous voir sur cette photo en plein travail, au laboratoire. Oui, et donc il y a un certain nombre de choses qui se font au niveau de l'aquaculture. Vous voyez déjà ici, il y a l'apparition de plusieurs élevages et ces élevages ont besoin d'un suivi, ont besoin d'une qualité d'eau qu'on doit suivre pour qu'on détermine un peu, on classe les zones, qu'on suit un peu disons les pollutions potentielles ou les pollutions accidentelles qui peuvent provoquer des catastrophes au niveau des élevages. Je dis bien des élevages parce que les élevages c'est des zones, c'est des cages flottantes et qui sont clos et donc une pollution qui arrive comme ça sur l'élevage, ça peut provoquer une catastrophe pour l'éleveur. Donc tout ça, il faut anticiper, il faut travailler sur tout ça, sur la pollution et tout. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut intervenir justement par rapport à l'élevage, sur la température de l'eau en plein? Non, la température c'est naturel, mais on peut anticiper sur la réflexion, sur les zones d'élevage, sur les zones de positionnement, si on connaît un peu le schéma global de la pollution, des crues, des courants, donc ce qui apporte, les courants vont apporter, ce qu'ils apportent comme conditions, comme pollution, et donc nous, on est là pour suivre, pour essayer de déterminer, de faire du zonage. Et accompagner l'éleveur. Ouais, là, nous avons un bateau de 45 mètres qui fait la côte et donc qui fait des évaluations de l'halieutique, de la production halieutique, donc évaluation des stocks.
pêchables. Donc ça se fait chaque année 2 fois. Donc ils font des évaluations aussi bien sur les poissons benthiques que les poissons pélagiques. Est-ce que au niveau du centre, vous organisez des campagnes de sensibilisation? Oui, bien sûr. Chaque année, on reçoit des enfants le mois de juin, début du mois de juin. On fait chaque année des portes ouvertes pour les enfants. On fait des bassins tactiles. Les enfants viennent toucher du poisson, viennent regarder. On leur fait des expositions, on fait des animations. Chaque année, on le fait. Oui. En tout cas, l'océanographie, c'est j'allais dire, c'est très passionnant. Oui, ben on vient parce qu'on aime. Oui. Avant tout. C'est un métier de passion, oui, finalement. c'est une passion, passion. C'est vraiment être passionné. Moi, personnellement, j'ai vécu toute ma vie devant la mer. Et donc, naturellement, j'ai été vers cette option. Vocation. Et j'ai continué, j'ai travaillé. J'en ai fait même mon métier, voilà. Oui. Ouais. Oui, en tout cas... pour ce qui est de la bloom pollution, on a compris que est-ce qu'on peut à chaque fois intervenir ou bien culturellement les gens qui habitent les côtes ils disent est-ce qu'on doit intervenir avec, comme vous l'avez dit, donc des opérations de nettoyage et ça dépend. Ça va plus vite peut-être? Non, ça dépend. Je vous ai expliqué tout à l'heure que effectivement, quand il y a des périodes où il y a une accalmie, et donc il y a une stagnation, donc il y a une stratification. Cette stratification va créer des conditions de développement, un déséquilibre. Ça va provoquer un déséquilibre. Et à un moment ou à un autre, donc la mer va se remettre en action, donc, et elle va réoxygéner ces zones. C'est ça. Mais il reste que toute la partie qui est sur la plage, elle doit être évacuée. Parce que elle crée des conditions. Bon, c'est vrai que dans la norme écologique, on aime bien ces bons qui protègent un peu les semaines. Il y avait les bons de Posidonie qui se formaient sur la plage et ça protégeait un peu la plage. C'est vrai que l'excès de pollution peut-être peut mener à la création, j'allais dire, ou provoquer carrément donc, ce phénomène, prolifération de oui, mais bon, enfin, c'est ce que je vous disais, il faut rester attentif. Mais il y a aussi ces changements globaux qu'on est en train de ressentir. Tout le monde ressent à travers le monde. Il y a des changements globaux au niveau du climat. Création de microclimats également. Et ça impacte. Ça impacte toute la Méditerranée et même les océans. Et donc, pour nous, les scientifiques, on doit rester un peu attentifs pour, disons, déterminer les conditions qui sont en train de s'installer. Parce qu'il y a un changement aussi bien dans le comportement des espèces, dans leur positionnement en mer, pour les pêcheurs, pour les exploitants et même pour les baigneurs. Donc, il y a l'apparition de nouvelles espèces. Par exemple, le crabe bleu qui n'existait pas et qui est apparu en Tunisie et maintenant il est sur toute la côte algérienne. On a récupéré quelques spécimens même ici à Bousmaïn. Et donc, c'est une espèce qui n'existait pas en Méditerranée, sur les côtes algériennes. Et pourtant, aujourd'hui, elle est en grande quantité, elle est en train de proliférer au niveau d'El Qala. Et par exemple, pour les Tunisiens, ils en ont fait une économie. Parce que c'est une espèce qui est très prisée, elle est très goûteuse et économiquement, elle est rentable. Donc, c'était à un moment donné vraiment un problème et c'est devenu une aubaine. Justement, vous me tendez la perche. Faut-il aujourd'hui penser à créer une réelle industrie comme ce qui se fait dans certains pays asiatiques où les algues, quand on les récupère, on peut les vendre au restaurant, bien sûr, pour l'agriculture également. Donc faut-il aujourd'hui penser à créer ce genre d'industrie Mais bien sûr, c'est une économie qui existe déjà. Et qui est en train de se développer. Durable, finalement. Parlons par exemple de tout ce qui est halieutique, production, aquaculture, de la culture d'algues, comme vous le dites. Tout ça, c'est une économie qui existe et qui doit être développée parce que aujourd'hui, disons, tout ce qui est production naturelle par la pêche, elle a atteint ses limites.
Et donc, à travers le monde, vous savez qu'aujourd'hui, l'aquaculture, elle a dépassé la pêche en production, à travers le monde. Alors qu'il y a quelques années, la pêche était plus importante que l'aquaculture. Mais aujourd'hui, ça s'est inversé. L'aquaculture est devenue plus importante que la pêche. Ici en Algérie, l'aquaculture est en train de prendre son essor. Vous voyez autour de vous les cages flottantes qui pilulent un peu sur la côte. C'est une stratégie de développement qui est en cours. Elle est encadrée par les responsables, mais aussi nous, on est en tant que centre de recherche, on est là pour l'accompagnement et pour l'encadrement. À titre d'exemple, aujourd'hui, on fait aussi en Algérie, donc à Tamen Rasset, dans des bassins, donc la culture de la spiruline, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, par exemple, et même autre chose. C'est une algue, la spiruline. Oui, c'est une algue qui est utilisée comme additif alimentaire. Et elle est très énergétique. Riche en protéines. Et elle est très énergétique, donc les gens l'utilisent, même les sportifs et tout, comme additif alimentaire. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau du Sud, il y a la production aussi de poissons, avec le tilapia, avec le silure, poisson-chat. Donc c'est des espèces qui sont en train d'être développées et au niveau des élevages agricoles, il y a de l'intégration et donc il va y avoir, Inch'Allah, une bonne production qui va se développer. Vous nous avez plongé dans l'environnement marin et Yatek Saha. Merci beaucoup. C'était un plaisir que de vous recevoir, Mustapha Boujnad. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc docteur en sciences océanographiques. Vous êtes également chercheur au niveau du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture. C'était un plaisir. Merci. Merci à vous. On va vous faire voyager. Quelques images de Tipaza. Oui. Eh ben voilà. C'est pour vous faire plaisir. Merci. Tipaza, mesdames et messieurs, on revient tout de suite après. Notre plateau pour cette dernière ligne droite, nous allons parler de quelque chose qui nous passionne tous, donc le patrimoine algérien. Oui. On va accueillir tout de suite Tawfiq Fadel. Marhaba bik. Marhaba bik, merci pour l'invitation. C'est tout à fait passionnant. Même les années qui sont passées tout à l'heure, j'ai été vraiment... C'est enrichissant. Merci beaucoup. Rapprochez juste votre micro. Ah, pardon, excusez-moi. Qu'on puisse vous entendre. Alors, voilà. Tawfiq Fadel Marhababik, vous êtes donc président de l'association Patrimoine. Exactement, voilà, qui est né il y a presque 30 ans à la Casbah d'Alger, magnifique. Dans la basse Casbah, voilà. Magnifique Qasr et magnifique histoire. Absolument, toute une légende autour de ça. Toute une légende qu'on peut raconter. Bah oui, on peut rappeler son histoire. Dar Hadik Ta'babaha Ghaznaji, carrément. C'était
vers le milieu du 16e, on va dire, hein, 1731, 1740 et tout ça. Khaznadi Ta'addaï, le trésorier du Dey, il l'a acheté pour sa fille. Oui. Khdaoudj. Sa fille a la prunelle de ses yeux qu'il aimait tant. Il y a plusieurs légendes à la belle. Oui. On dit que son père, il voyageait beaucoup. Ouais. هي مشوق تاع باباها تقول لك او طول بابا ما جاش et tout ça, elle pleurait devant son miroir. Et voilà, à un moment donné, elle a perdu la vue. Ouais. Ça, c'est l'une des légendes de Khdaoudj Lamia. Le palais, il est magnifique. C'est un palais authentique, hein, يعني, du XVIe siècle. Les éléments architectoniques ou الغرف كما يقولوا jusqu'au منزه ou الجبل تحت البير. Oui. C'est tout à fait authentique. Donc, il a gardé vraiment toute l'histoire de la basse Casbah. C'est vrai. نقدروا نفوتوا على مصطفى باشا، حسن باشا، دار الداي، دار عزيزة، حتى الكتشاوة. Oui. La rue Rondon Fouqa, Tanik, Djam'a Lihoud, il y a tout. Kitchawa qui a été restauré récemment. Voilà, tout un tissu urbain de la Casbah qui vraiment nous raconte l'histoire d'Alger. Ouais. Yani, depuis même avant, parce que la Casbah d'Alger, qui c'est qui a créé la ville, on va dire, hein, mais chez Ravero, mais c'est Zéri Boulorin. Oui. Donc, du 9e, 10e siècle, c'est lui qui a vraiment pensé et réfléchi l'urbanisation de la Casbah d'Alger. Il y avait une affluence de population qui venait à Alger, qui habitait Alger. Donc, il a pensé la ville, acheminement de l'eau, organisation des espaces, la vie commerciale, la vie commune. D'ailleurs, la Casbah Mchouara Besh, c'était des corporations d'artisans. Oui, et vrai. chaque ruelle, c'est des Ramadan, c'est des Mohamed Cherif, c'est des Abdallah, jusqu'à la citadelle en haut, Oui. c'était des corporations d'artisans de métiers magnifiques, le C'est ça. harrar, les babouches, la dilandrie. Donc, Pourquoi je dis Zniqat? Parce que Zniqat prenait Zniqat. chaque Zniqa, j'allais Oui. dire, chaque ruelle, donc prenait le nom des artisans qui absolument, tout à fait. Ils étaient... qui étaient installés sur place. Voilà, carrément. C'était des corporations. Absolument. حتى سيدي عبد الرحمن C'est ça. كانت اون ايكول تاع لا برودري تاع البنات يديروا المجبود يديروا الطرز يديروا يتعلموا كلش. Même le palais de Khdaoudj العمية à un moment donné il a accueilli des jeunes filles de la Casbah وين تعلموا الخياطة غرزة الحساب etc. Oui. Donc c'était une dynamique vraiment magnifique. Fabuleuse, oui. Voilà, en ce moment, les associations, ma chère, l'association Patrimoine et les autorités, bien entendu, la wilaya et tout ça, ils travaillent justement pour redonner l'âme de la Casbah. Voilà, que c'est une des lumières de l'Algérie. Dzaïr Allah Ibark, qui m'appelle Qarra, c'est un continent et grâce à l'association, on a visité un peu toute l'Algérie. Oui. Et les tissus et l'organisation spatiale des villes et des villages. On a parlé de Pouillon, Fernand Pouillon, qui a Khdem Fil Menea, il a travaillé à Taman Rasset. Ici même, à Tipaja. L'inspiration de Pouillon, c'était quoi? C'est les lumières, comme l'a dit notre jeune architecte. Il a vraiment bien présenté son travail avec ce langage photographique qui nous transmet toute la beauté d'une architecture méditerranéenne, comme vous l'avez dit. Oui. Donc tout ça nous implique, plus ou moins, il implique une intervention de la société civile, du citoyen, le Mouatana. Comment penser le patrimoine, comment le préserver, parce que le patrimoine, l'urbanisme d'aujourd'hui sera le patrimoine de demain. Exactement. Il y a une expression qu'on utilise souvent à l'épaule, et c'est vrai qu'il faut penser et réfléchir le patrimoine pour le sauvegarder, le transmettre. علاش حنايا ندوزو على جامع كتاوة ولا دار عزيزة كيفاه حتى لحق لينا. Exact. Et on est vraiment heureux de ramener des touristes pour regarder ces architectures, la vie quotidienne qui est autour de cette Casbah. نحطوا القصور تاع المنيعة ولا تاع منراسة ولا تسيميمون. Il y a toute une vie à l'intérieur qui dégage une promiscuité, bien sûr, mais un ensemble d'éléments de coutumes et de traditions qui font la fierté. L'image, comme parlait Aïd Saada tout à l'heure, c'est un langage qui renvoie
cette image de l'Algérie à l'international. Donc, c'est un travail vraiment magnifique parce que l'image, le patrimoine, le langage photographique, c'est une culture aussi. Exact. Et à travers tout ça, l'Algérie peut être facilement une destination touristique mondiale. Exact. Et puis, j'allais dire, c'est l'affaire de tous, le tourisme. Hein. Aujourd'hui, même c'est-à-dire les Algériens, en tant que citoyens, font un travail aussi extraordinaire sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu également, participent à la promotion du tourisme. Mais il faut penser revenir toujours à la formation des guides, accompagnateurs touristiques. C'est très important de connaître réellement son histoire. Vous avez touché vraiment la corde sensible de toute cette dynamique autour de l'Algérie, le tourisme, l'Algérie potentiel touristique, destination mondiale. Mais il faut commencer à apprendre. D'ailleurs, l'association Patrimoine va lancer à partir du 1er août la formation de devenir guide touristique. Une formation de 15 jours. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Il faut savoir montrer ton pays. Et là, il faut une culture générale. Il faut des protocoles touristiques mondiaux qui sont facilement identifiés. C'est pas n'importe qui peut montrer l'Algérie. C'est très vrai. Le touriste, nous avons des touristes avertis. Ils trouvent l'Internet et il va trouver la Kasbah où je fais, Zaouid Debar où je fais, le Menia où je fais, etc. Donc, on ne peut pas duper un touriste maintenant. C'est fini. Absolument pas. Voilà. C'est une responsabilité même de pouvoir donc de vendre bien sûr sa culture, le tourisme, d'essayer de booster le tourisme à travers donc une dynamique et puis faire connaître ses potentialités. Mais ça passe aussi par le volet historique qui est très important et à ce moment-là, il faut vraiment se renseigner. On ne peut pas devenir guide comme ça, guide accompagnateur touristique, on ne peut pas proposer comme ça des services aussi parce que ça touche au patrimoine, ça touche à l'histoire également et à la culture et on n'a pas le droit à l'erreur finalement. Tout à fait. Donc la formation a commencé donc à partir du 1er août. C'est un cursus de 15 modules. On va apprendre le basique. D'accord. Alors, tout ce qui est demandé aux jeunes qui veulent faire cette formation, un niveau secondaire, parce que on va parler un langage vernaculaire. لو كان ندير la formation نديرها في القصبة ما نهضرش والناس القصبة نديرها في Tamanrasset. Je vais essayer d'adapter mon langage à la région de Tamanrasset. Encore faut-il aussi maîtriser plusieurs langues. Oui. Non, داخل في الكورسوس. Il y a 15 cours dans le cursus. Le marketing touristique, le potentiel touristique algérien, qu'est-ce que c'est que le tourisme, qu'est-ce que c'est que le patrimoine, la culture générale, l'histoire de l'Algérie, les langues étrangères. Tout ça rentre dans le parcours de la formation. C'est un protocole, carrément. On ne va rien inventer. Ça existe à travers le monde entier. Donc, bloquer 15 jours, et je peux vous assurer que les jeunes qui vont être formés, d'ailleurs, en fin de formation, leur mémoire, dans un site carrément. Et là, ils vont faire une simulation de réceptifs, d'accueillir des touristes, et on les laisse parler, présenter le site, parler de l'histoire de ce site, les coutumes, etc. Chaque site a son odeur, son image, authenticité. Et puis c'est très important ce que vous avez dit. C'est très important parce qu'aujourd'hui on voit aussi un peu partout en Algérie ce phénomène qui se développe de plus en plus, celui de l'hébergement chez l'habitant. C'est très important parce qu'on est plongé dans la culture à travers donc l'échange qui se crée en contact avec la population locale.
Et à ce moment-là, donc on est vraiment la découverte, c'est-à-dire on découvre de plus près donc la culture culinaire peut-être aussi. On mange donc chez l'habitant qui va proposer donc des menus, des plats traditionnels de la région. Exactement, on peut donc c'est vrai ce que vous dites. Oui, on peut découvrir donc l'habit traditionnel de la région également, et puis toute une culture autour. À découvrir. Ça, on est en immersion totale quand on est hébergé, qui m'a dit, chez l'habitant. Et on développe cet aspect de tourisme. On appelle ça les maisons d'hôtes. Donc les gens aménagent, bien sûr, ou le Fatis ou le Bled Qabaïl ou là. Moi, je préfère partir dans un village kabyle dans les hauteurs, carrément, Akham, où il y a tous les éléments et accessoires ancestraux. C'est les réservoirs de grains, d'olives, azta, tarish, adaïnin. Donc tout ça, c'est des éléments où le touriste, même algérien, parce qu'on a fait... Il y a 2 mois, on a fait une visite dans un village du côté des Bouéran, et croyez-moi, des gens de Constantine sont venus, de Béchar et tout ça. On était presque une quinzaine. C'était des familles. Betna dans une maison traditionnelle, وفرشنا المطارح وكلينا الماكله تاع الجهه هذيك الخفاف والمسمن ولا تاي. Donc tout ça, ça nous plonge carrément dans une atmosphère traditionnelle qu'il nous faut promouvoir. Parce que l'Algérie a un potentiel كبير. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un séminaire qui s'appelle Potentiel touristique algérien, Algérie, terre d'accueil. El Jazair, Ard al-Tirhab. Donc tout ça, c'est un travail bien sûr de spécialistes. Ça va même, c'est pluridisciplinaire en tout cas. Ça va réunir des urbanistes, des architectes, des historiens et tout ça. Maintenant, il faut aller vers l'essentiel. ما نقدروش نقعدوا غير نهضروا نديروا des réunions et tout ça. Il faut être pragmatique. Travailler sur une rencontre qui m'a dit à croisement qui s'est déroulée au mois de juillet, c'est très riche. Il y a des protocoles urbanistiques où le génie civil, l'architecte, le beaux-artiste, le poète, l'historien sont impliqués. Maintenant, il s'agit maintenant de mettre à contribution toute l'intelligentsia algérienne. Exact. Il y a des juristes. Ça nous concerne parce que dans un site historique, Timgad ou la Djmila, on n'arrive pas à trouver de solutions juridiques. Qui peut intervenir sur le patrimoine Yarham Babak? Des sites qui sont classés finalement. شكون يدير السيمان ولا يدير التراب ولا يدير الحجره ومن بعد هذيك bon notre ami Aïd Saada il est plus qualifié que moi, mais il y a un truc à respecter quand même dans la restauration du patrimoine. Il y a des mortiers spécifiques, il y a pour la restauration, c'est des normes à respecter et une responsabilité, une lourde responsabilité. Surtout le bâti, l'immatériel. Moi, je défends aussi les qsours du sud algérien parce que c'est vrai que bâti en terre. Là, c'est vraiment l'histoire de l'Algérie. 10 000 ans, Séphar. La cité de Séphar. La cité mystérieuse. Tu as des gravures et des peintures rupestres qui racontent l'occupation humaine algérienne. Oui, les girafes donc tout ça. C'est des chantiers. C'est des chantiers qu'il faut ouvrir et motiver cette jeunesse qui est Makhouna et Saada. D'ailleurs, c'est un monsieur que je respecte parce qu'il a développé des idées qui m'ont vraiment intéressé et je vais rester en contact avec lui. C'est comme ça. C'est aussi le but de l'émission. En réseautant, en faisant des réseaux de travail, des réseaux d'intelligence et de réflexion, rapidement on trouve les raccourcis. Je vous assure. On ne va pas créer l'eau chaude ou là. Rapidement, on va trouver des solutions parce que dans le cas de la technologie qui m'a côté avec les blogs et les vlogs et les TikTok et tout ça, on peut faire des appels à participation, des appels à contribution pour peu que pour peu qu'il y ait la passion. Exact.
et aimer son pays. Absolument. Et puis vous dites Algérie, terre d'accueil. Ah oui. C'est-à-dire c'est ancré dans notre culture, l'accueil. Hein. Du nord au sud, de l'est vers l'ouest. C'était très facile de trouver le titre. Parce que أنا شفتها في مامي في خالتي في جدي. Donc tout ça, الضيف كي يجي يفرح. نكرموه. ويفرحوا. On prenait pas rendez-vous madame. ما كناش ناخذوا rendez-vous باش تروحي عند خالتك ولا عند مانك ولا عند ton frère ولا ta sœur. نروحي بطاطا حلوه في المحرمه طاف 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 راني في. Et la maison des grands-parents qui rassemblait toute la famille, qui réunissait toute la famille. 30 وكذا والطعام والبوزلوف. Et on disait الدق في القلوب. والله غير صح كانوا عايشين كيما كان يقول خونا c'était il y avait beaucoup de promiscuité mais القلب كان واسع. C'est vrai. D'ailleurs كيما قلت لك personne ne prenait rendez-vous. هيا نتمشاو نروحوا عند خالتك نروحوا سانت جان نطلعوا الكلمات فرنسا نحبطوا الباب الواد. Tout ça c'était d'une manière très spontanée et c'est là où la vie commence. La vie sociale on il y a les voisins. هاكي دوقي قالت لي كيما هاكي دوقي. كيما الحكايه تاع المعكره. داير معروفه في القصبه. Beaucoup de personnes ont dû lire la légende à des forts. D'ailleurs, فوق خداو جلعني شويه الفوق. dans المعكره c'était deux sœurs. C'est une moralité على كل حال. زوج خواتات وحده un peu frivole تحب العراس وتحب تماكيي وتحب تخرج tout ça والاخرى مربصه tout ça. عندهم جاره كانت انسانت وتتوحم. فوالا. وهذيك النهار طيبوا البوزلوف وقيلها ولا بون لامبورطون سيتي سا ديجاجي دي زودور مانيفيك سي سا وكنا في رمضان وقيلا كانوا في رمضان هذاك الزمان هذاك وهذيك المراه جارتهم تحبط لهم تقول لهم اختي العزيزه اعطيني العافيه ان بو دو في النافخ الاخر الجمر شويه الجمر تاع النافخ الفحم شويه فحم طفالي النافخ تاعي elle faisait ça 2 3 4 fois الاخرى بون Mais la petite sœur, elle a compris. بلي كانت مسكينه المراه بالحمل وتتوحم tout ça. قالت لاختها اعطي لها شويه مسكينه راهي المراه قريب تزيد وراهي مسكينه شهات واش راكي طيبي قالت لها نو ما حبتش هذيك قبيحه. دونك ومن بعد هذيك بالسرقه لا بتيت سور طلعت لها طلعت لها تبسي تاع بوزلوف وبكبوكه او ما نعرفوش هذاك. Et ça fait partie de notre culture, c'est ça. Voilà. On peut pas. ما تقدريش. لازم نذوقوا الجار باسكو تنحيها من لحمك كما يقولوا وتصدقي سي كوم سا. D'ailleurs dans les quartiers populaires c'est des réflexes tout à fait spontanés. Exactement. Voilà. Et c'est pourquoi c'est peut-être très facile pour nous de relancer le tourisme parce que la culture y est, le cœur également. صحيتي. Et voilà donc. Il faut avancer, il faut être pragmatique, aller vers le terrain, travailler et promouvoir tout ce qui est beau dans ce pays. Le secret est là. Il faut faire aimer. On travaille depuis 2003-2004. Ce qu'on appelle, c'est une information que tout le monde a au niveau de l'association. Les classes du patrimoine. أقسام التراث. نروح للمسايد. Avec une mallette. يا خويا le basique. Le langage vernaculaire, la wilaya. Magnifique. Et on commence à travailler. Dessine ta ville, raconte ta ville, petit regard sur le patrimoine avec un appareil photo. Tout ça, ça va faire un cumul de travaux d'enfants, de primaire ou la secondaire, et on va les exposer. Les parents idiots, il y a la fusion parents générationnelle. مع أولادهم فهمني والصور صورة الجامع الجنينة هذه الجامع الكبير ساحة شهداء. Voilà, un palais, une colonne, tout ça, ça rentre dans la pédagogie de nos enfants, Inch'Allah. Voilà, et ce sont bien sûr les touristes de demain, les architectes de demain, les photographes de demain. Et il faut justement inculquer cette culture qui est la nôtre, de promouvoir le tourisme, la culture de l'accueil également. Voilà, c'était un plaisir que de vous recevoir. Merci, merci beaucoup, c'était très riche, Allah Ibarak. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait normal. C'est naturel de venir travailler et parler de notre Algérie, Inch'Allah. Donc, je rappelle que vous êtes donc président de l'association Patrimoine, Tawfiq Fadel. Merci d'avoir été parmi nous. On arrive à la fin de notre émission. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve très prochainement sur Canal Algérie. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ce que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam.